Amir Weitman, bonjour, Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes le 1er juillet, une date butoir, on va dire une de plus, qui risque de ne pas être respectée, on va dire, dans la longue histoire du conflit israélo-palestinien. Ce ne serait pas la première, effectivement. Et vous êtes un peu déçu du fait que, eh bien, apparemment, la démarche de Binyamin Netanyahou concernant une annexion, même partielle, eh bien, risque d'être, on va dire, reportée, qu'il n'y a pas apparemment aujourd'hui d'événements dramatiques qui risque de se produire de ce point de vue-là? Écoutez, la date du 1er juillet est une date en fait butoir au sens simplement que l'accord de coalition qui était signé entre le Likoud et donc le parti de Benny Gantz, le bleu-blanc, stipule que l'annexion peut se produire à partir du 1er juillet. C'est-à-dire que jusqu'à hier, en fait, d'après l'accord, donc, Israël ne pouvait pas faire d'annexion. À partir d'aujourd'hui, Israël peut faire une annexion. Il n'y a écrit nulle part qu'Israël fera une annexion aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de ce point de vue-là, il n'y a pas de déception au sens où personne n'attendait que exactement le 1er juillet quelque chose allait se passer. Maintenant, on connaît tous le calendrier électoral aux États-Unis. On sait qu'il y a des élections en novembre. Et on sait que donc les décisions de ce point de vue-là doivent être prises, on va dire pendant l'été, c'est-à-dire grosso modo jusqu'en septembre. Mais donc c'est pas urgent au point où il faut décider tout de suite, aujourd'hui ou demain. Il y a probablement même plusieurs semaines devant nous, voire 2-3 mois pour prendre cette décision. Donc j'espère que, et de toute façon, je pense que tout le monde est au courant des contingences politiques. Donc je pense que cette décision va être prise dans les prochaines semaines, mais de nouveau, ça ne veut pas dire que la décision doit être prise incessamment sous peu dans les prochains jours. Vous n'avez pas l'impression que finalement, c'est une démarche qui est partie dans une forme d'euphorie au moment de la présentation du plan Trump à la fin janvier à la Maison Blanche avec Netanyahou, et qui finalement, au fil des semaines et des mois et de la conjoncture régionale, nationale, internationale, la crise du coronavirus, eh bien, c'est une initiative qui aujourd'hui, eh bien, semble être filée entre les doigts des Israéliens ou filée entre les doigts tout simplement de Binyamin Netanyahou? Ça, je ne sais pas. Vous savez, je ne suis pas un commentateur politique. Je ne sais pas ce qui se passe autour de la table de négociation. Moi, je sais une chose. Et c'est que c'est un moment historique, au sens où pour la première fois, depuis la guerre des 6 jours, les États-Unis, et à partir du moment où ce sera les États-Unis, ce sera probablement derrière une partie de la communauté internationale, vont reconnaître la souveraineté israélienne sur une partie de la Judée-Samarie. Ce que ça veut dire, dans les faits, c'est que le plan traditionnel de la communauté internationale, à savoir le retour d'une manière ou d'une autre aux frontières de 1967, ok, donc c'était en fait pas des frontières, c'était des lignes de cessez-le-feu, hein, qui sont de 48 en fait, de la fin de la guerre d'indépendance. Eh bien, ce plan, après plus de 70 ans, est jeté à la poubelle. C'est terminé. Donc ça, c'est une réussite historique de Benyamin Netanyahou. Alors je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il va rester du plan. C'est évident que de nouveau les circonstances politiques intérieures, parce que si on avait eu un gouvernement de foi, ça serait plus facile maintenant. Oui. Bon, voilà, on le fait. Donc, c'est évident que les circonstances politiques intérieures, surtout d'Israël, ont pesé sur ce qui s'est passé, et pas en bien, ça c'est une évidence malheureusement. Mais ceci étant, moi je suis tout de même... Amir, on ne vous entend plus là. Hein. Vous m'entendez ? Très mal, là, maintenant, si c'est possible de vous arrêter ou de vous mettre sur le bas-côté de la rue. Non, là, on ne vous entend pas, Amir. On va essayer... Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Oui, là, c'est mieux. Voilà, je suis sorti de la voiture. Ah, voilà, très bien, parfait. Voilà, donc, excusez-moi. En tout cas, tout ça pour dire comment que je suis convaincu que peut-être, même si les conditions seront peut-être un peu moins favorables maintenant
ce qu'elles auraient pu être peut-être il y a quelques mois. Malgré tout, je pense que si fondamentalement, dans les grandes lignes, nous arrivons à obtenir ce que nous espérons, à savoir, en tout cas, l'annexion de la vallée du Jourdain, eh bien, je pense que c'est une réussite historique et qu'il faut absolument le faire. Voilà. Alors, je voudrais vous poser une question qui nous ramène un petit peu en arrière. On a beaucoup dit ces dernières années que Binyamin Netanyahou, l'une de ses principales réussites a été de mettre de côté, on va dire de facto, le dossier du conflit israélo-palestinien. Personne ne parlait plus jusqu'au mois de janvier dernier du dossier du conflit israélo-palestinien et on avait le sentiment que les Palestiniens étaient totalement, on va dire, désabusés et que d'une certaine manière, ce statu quo convenait plus ou moins à tout le monde, jusqu'à ce que Binyamin Netanyahou remette, on va dire, ce dossier du conflit israélo-palestinien sur le devant de la scène on va dire, sollicitant auprès de l'administration Trump la présentation de son plan dans le cadre de la campagne électorale pour que cela puisse l'aider à mieux réussir, on va dire, les troisièmes élections du 2 mars dernier. Vous ne croyez pas que c'était une erreur de la part de Binyamin Netanyahou d'avoir réveillé cet ours qui somnolait ? Non, je pense pas. Je pense que si on arrive à obtenir, ça dépend de ce qu'on obtient en échange. Vous savez, c'est toujours dans la vie comme ça. Tout dépend de ce qu'on obtient en échange. C'est vrai que si on n'obtient rien, alors oui, probablement c'est une erreur. Mais si on obtient quelque chose de significatif, alors non, ça n'est pas une erreur. Donc moi je pense que si vraiment on obtient l'annexion des implantations juives en Judée et Samarie et l'annexion de la vallée du Jourdain, je pense que ça vaut la peine de réveiller cette histoire pour un temps. Et de nouveau, c'est pour un temps, parce que faut comprendre que ça n'intéresse plus personne. Il y a des raisons pour lesquelles ça n'intéresse plus personne. Mm-hmm. Ça n'intéresse plus personne d'abord parce qu'il y a un sentiment de lassitude. Tout le monde en a marre. Et ce sentiment de lassitude ne va pas changer maintenant à cause du plan Trump. Ça, c'est une première chose, mais c'est aussi, et surtout peut-être, parce que le statut d'Israël, fondamentalement, a changé. Le statut d'Israël a changé parce que Israël a progressé notablement du point de vue économique, mais aussi et surtout peut-être du point de vue technologique et militaire. Mm-hmm. C'est-à-dire que Israël est véritablement devenu non seulement la start-up nation, mais pratiquement la scale-up nation. Le nombre de sociétés technologiques en Israël qui sont devenues très importantes, à des tailles tailles de ce qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire des sociétés qui valent au moins $1 milliard et plus, a explosé en Israël. On a des masses et des quantités de sociétés dans tous les domaines qui réussissent extraordinairement. Et donc ça, c'est une donnée lourde qui ne va pas changer. C'est ça la raison fondamentale du désintérêt de la communauté internationale pour les Palestiniens, c'est de se rendre compte qu'en fin de compte, les Palestiniens n'apportent absolument rien de concret et de constructif au monde. C'est-à-dire, il n'y a pas de société palestinienne économique, il y a pas d'intérêt, il y a rien là-bas, il n'y a pas de pétrole, il n'y a aucun intérêt en fait à soutenir les Palestiniens. Ils n'ont rien, ils font juste des problèmes, mais ils n'ont rien à donner au monde. Alors qu'Israël aujourd'hui est un des endroits au monde les plus productifs. Il faut quand même comprendre ça. Et ça ne changera pas. Donc les intérêts objectifs Vous ne croyez pas, par exemple, à des sanctions économiques de l'Union européenne contre Israël ? Non, mais pas du tout. L'Union européenne, avec tout le respect, mais avec l'Union européenne, ils ont autre chose à faire pour s'occuper des Palestiniens. L'Union européenne a des problèmes économiques, sociaux très importants, et l'Union européenne n'a pas envie aujourd'hui de se passer des technologies israéliennes et de se passer du commerce avec Israël qui est complètement florissant. Et donc, il faudrait quelque chose. Alors oui, si Israël demain commence à massacrer les Palestiniens, je pense qu'en effet, l'Union européenne n'aura pas le choix que de mettre tension sur Israël. On n'en est pas là. Donc, et le fait que, par exemple, Amir, il y a l'enjeu, par exemple, iranien, on le voit, hier, il y avait l'émissaire américain chargé du dossier iranien qui était à Jérusalem et qui a rencontré Binyamin Netanyahou, Brian Hock. Il peut y avoir, à travers une démarche d'annexion de la part de Binyamin Netanyahou, un refroidissement des relations
on va dire, secrètes, mais qui le sont de moins en moins, avec les pays sunnites modérés, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, tout cela, c'est-à-dire ça ne risque pas. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est-à-dire, est-ce que une annexion de la Judée, d'une partie de la Judée et de la Samarie vaut le fait que, un front commun anti-iranien ait été formé avec de nombreux pays arabes ces dernières années? Oui, le jeu en vaut la chandelle parce que de nouveau, il s'agit de quelque chose de très important et d'historique. On parle de la liquidation dans les faits du plan qui consiste à ramener Israël aux frontières de 1948. Et on parle de la liquidation dans les faits du plan de partage. C'est suffisamment important pour prendre des risques politiques. Ce d'autant plus que, de nouveau, je conçois évidemment que les pays sunnites du Golfe ne seront pas contents de cette situation. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. C'est évident que c'est pas positif pour les relations avec eux. Mais de nouveau, les intérêts lourds et profonds qui unissent aujourd'hui ces pays avec Israël ne vont pas changer à cause de ça. Donc, ils seront pas contents. Ça va clairement poser un problème à court terme, et je pense qu'ils finiront par vivre avec et puis s'habituer. Et puis c'est tout. Alors, Amir, je pense que ça ne changera rien. Voilà. Alors, donc on dit que les choses, globalement, les choses ne vont pas se dramatiser, de se changer de manière dramatique. Je voudrais par contre profiter qu'on discute ensemble pour revenir un peu sur la situation économique, parce que vous êtes au fait de cette situation. Vous avez une approche libérale, vous la revendiquez au sein même du Likoud. Et la question que je voudrais vous poser, c'est vous n'êtes pas un peu déçu ou en tout cas étonné par l'approche du gouvernement de Benyamin Netanyahou face à la crise aujourd'hui, à la crise économique, après avoir, on va dire, bien géré la crise sanitaire, eh bien, on constate que finalement, il y a toujours des centaines de milliers de chômeurs. On parle de 700 000 chômeurs aujourd'hui encore en Israël, des chômeurs à qui on va prolonger les congés sans solde, des indépendants qui sont vraiment au bord du gouffre, au bord de la détresse sociale. On a le sentiment qu'il n'y a pas assez, c'est un terme que j'utilise parce que je n'en connais pas peut-être de compassion de la part de Netanyahou envers ces couches qui sont durement touchées. Et finalement, est-ce que ces centaines de milliers d'Israéliens qui vont souffrir et qui souffrent déjà aujourd'hui de la crise du coronavirus, eh bien, ne risquent pas de se retourner contre Benyamin Netanyahou? Est-ce que vous pensez que c'est habile de sa part de ne pas se montrer plus généreux dans l'attribution d'allocations à ces communautés, à ces personnes? Écoutez, vous savez, l'argent, il faut le prendre quelque part, hein, donc les allocations, c'est pas une solution, hein. La solution, c'est de remettre les gens au travail. C'est ça la solution. Il n'y a pas d'autre solution. Le reste, ce sont simplement des pis-aller. Je peux vous dire que par hasard, voilà, hier après-midi, j'ai rencontré pour une réunion de travail le ministre des Finances. On a discuté entre autres de ces problèmes, donc Israël Katz. Et je pense, il m'a même dit que le gouvernement allait justement faire un effort aussi dans le domaine des allocations, parce que autant je n'aime pas les allocations de manière générale, autant je conçois que dans la situation actuelle, il n'y a probablement pas le choix. Mais ceci étant, les allocations, c'est un pis-aller. Hein. Non, alors que ces allocations arrivent directement dans la poche des contribuables israéliens, de ceux qui sont au chômage, ou qu'elles arrivent dans les caisses des sociétés qui peuvent alors ensuite essayer de maintenir, de conserver donc leur relation, de ne pas limoger définitivement ces employés. C'est la même chose, mais on a le sentiment que finalement, de toutes les promesses, on a parlé de 80 milliards, de 100 milliards de shekels qui devaient être insufflé, eh bien finalement on a l'impression que tout est bloqué, qu'il y a une bureaucratie incontournable, que les Israéliens se heurtent à des difficultés, qu'il y a des critères qui sont extrêmement rigides et pas beaucoup. Donc comme je le disais, de véritable générosité de la part d'un pays qui, avant la crise, mais il y a deux choses. Avant, il n'y a pas de avant la crise, c'était un pays qui, par rapport à la France, par exemple, ou à d'autres pays, était en situation économique. Il n'y a pas de générosité. Okay, le concept de générosité, c'est un concept qu'il faut oublier. Il y a simplement un transfert entre les contribuables simplement qui vont simplement financer en l'occurrence par l'intermédiaire de la dette,
une partie des employés. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de générosité. Il y a prendre d'une poche et la mettre dans l'autre. Et simplement en se disant que la poche, c'est la poche gauche d'où on prend l'argent, c'est une poche qui est en fait le futur. Notre futur et celui de nos enfants. On prend à crédit l'argent de notre futur pour l'utiliser maintenant. Ce qui, dans un cas de crise grave comme on a le cas aujourd'hui, en effet se conçoit. Et c'est tout. Il n'y a pas de plus de générosité que ça. Maintenant, ceci étant, de nouveau, j'en ai parlé hier avec le ministre des Finances, qui nous a en effet dit que il y a un programme de 100 milliards de shekels qui a déjà été organisé, mais c'est vrai qu'il n'a pas été concrétisé sur le terrain. Cet argent n'est pas arrivé, on va dire, n'est pas arrivé voilà, en bas de la chaîne. Eh bien, il va maintenant, justement, son plan pour les prochaines semaines, c'est justement de concrétiser ça. D'accord? Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État d'Israël, c'est une bureaucratie extrêmement lourde et inefficace. Et que, ma foi, tous les plans gouvernementaux sont attachés de cette inefficacité. C'est la réalité. Toujours, tout ce que fait le gouvernement le fait mal. Dans tous les domaines, il y a rien que le gouvernement israélien, ou d'ailleurs la plupart des autres gouvernements sont capables de faire de manière efficace. Mais en particulier le gouvernement israélien, c'est vraiment exceptionnellement inefficace. C'est pas nouveau, c'est comme ça depuis toujours dans tous les domaines. Donc il n'y a pas de raison de penser que le traitement de cette crise soit plus efficace que tout le reste de ce que fait le gouvernement israélien. C'est pour ça d'ailleurs une des raisons pour laquelle je suis libéral, c'est tout simplement parce que les gouvernements de manière générale, mais le gouvernement israélien en particulier, ne sont pas capables de faire efficacement quoi que ce soit. Donc il ne faut pas qu'ils s'en occupent. Le rôle du gouvernement, c'est de s'occuper de manière générale des questions de défense de l'État d'Israël, de défense vis-à-vis de nos ennemis, de défense, donc c'est l'armée, de défense vis-à-vis donc de garder l'ordre public, c'est la police, et puis c'est à peu près tout. Tout le reste, ils le font, et même ça, ils le font mal. Mais au moins, mais tout le reste, ils le font encore plus mal. Donc l'État social et tout ça, ça marche pas du tout, et en Israël encore moins qu'ailleurs. Donc moins il y en a et mieux c'est. Et c'est vrai de manière générale, et c'est vrai encore plus maintenant pour, comme vous l'avez parfaitement mentionné, pour l'histoire du coronavirus, ça ne marche pas, ils sont pas capables de mettre même alors qu'ils ont pris des décisions, ils sont pas capables de les mettre en application. C'est quand même un comble, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça ne marche jamais. Donc le problème, c'est qu'il faut démythifier et déromantiser l'État. L'État, c'est simplement une lourde bureaucratie qui a ses intérêts propres, qui ne sont pas les mêmes intérêts que ceux du public. Et puis c'est tout, voilà. Eh bien, Amir Weitman, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir répondu. C'était très intéressant de dialoguer avec vous. Merci d'avoir été avec nous et bonne continuation. À bientôt. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous.